L'appel est arrivé juste après 15 heures. J'étais en train de finaliser une révision de logo quand mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'ai failli le laisser sonner jusqu'à ce qu'une voix masculine, calme, dise « Est-ce que je parle à Aravance ? J'appelle de l'église épiscopale Saint-Luc. Nous avons votre fille ici. » Ma gorge s'est serrée. « Junie ?» ai-je demandé, déjà debout. « Elle est en sécurité. Un couple l'a déposée il y a peu. Ils ont dit que vous étiez prise par une urgence familiale. » Mon estomac s'est noué. Junie était censée être à la maternelle, pas entre les mains d'inconnus dans une église. Je n'ai pas posé d'autres questions. J'ai juste attrapé mes clés et couru. Le trajet fut flou. Je me souviens à peine des feux de signalisation, ou de mes jointures qui blanchissaient sur le volant. Ma seule obsession, la rejoindre. Quand je me suis finalement arrêtée devant l'église, je n'arrivais plus à respirer correctement. Une femme m'a guidée à travers le narthex jusqu'à une petite pièce au calme. Et elle était là. Ma petite fille, assise sur un banc bien trop grand pour elle. Ses jambes balançaient dans le vide, elle tenait un gobelet en mousse rempli de chocolat chaud avec ses 2 mains. Quand elle m'a vue, son visage s'est illuminé, puis s'est effondré. Elle a sauté du banc et a couru se jeter dans mes bras. « Maman !» Je me suis laissée tomber au sol et je l'ai serrée de toutes mes forces. « Est-ce que ça va ? Ils ne t'ont pas fait de mal ?» Ma voix était brisée, hachée. Elle a secoué la tête, puis a chuchoté. « Ils ont dit que tu ne voulais plus de moi. » Mon cœur s'est fendu. Il y a 2 jours, mon père avait dit ça si tranquillement au téléphone. « Tu as choisi l'argent plutôt que la famille. Ne sois pas surprise si la famille cesse de te choisir en retour. » Je croyais à du chantage affectif. Je n'imaginais pas qu'ils iraient aussi loin. J'ai entouré son visage de mes mains. « Je te veux plus que tout, Junie. Tu n'as rien fait de mal. » « D'accord. » « Rien. » Elle a hoché la tête contre moi, sans desserrer son étreinte. Le prêtre s'est approché et m'a tendu une note pliée. Pas de signature. Juste 6 mots. Jusqu'à ce qu'elle comprenne l'essentiel. Je n'ai pas pleuré. J'ai porté ma fille jusqu'à la voiture. Sa tête reposait sur mon épaule, comme quand elle était bébé. Elle ne m'a pas lâché. Et moi non plus. Quand j'ai enfin cliqué sa ceinture de sécurité, une chose était limpide. Ce n'était pas juste un message cruel. C'était une déclaration de guerre. Grandir chez les Vance, c'était apprendre très tôt où était ta place, et où elle ne l'était pas. J'étais l'aînée. La fiable. Celle qui arrangeait tout. Lassie, elle, était la lumière. La fille aux grands yeux, aux grands rêves, et ce magnétisme étrange qui te faisait croire en elle, même quand elle n'avait rien accompli. Quand elle a raté la biologie en 3e, ma mère a dit. Elle est créative, pas scolaire. Quand j'ai été acceptée à Stanford avec une bourse, mon père m'a demandé si j'avais un plan de secours. Chaque réussite que j'avais était attendue. Chaque échec d'elle était atténué, blâmé sur un monde incapable de comprendre sa vision. Sa vision changeait au gré des saisons. À 22 ans, elle voulait ouvrir un café végan. À 25, une ligne de parfums de niche. Aucun projet n'a dépassé l'année. Mais Doreen et Carl étaient toujours là. Avec leur déception soigneusement emballée, réservée uniquement à moi. Il y a 3 mois, elle m'a invitée à déjeuner dans un endroit qui ressemblait plus à une brochure de spa qu'à un restaurant. Elle a commandé du champagne avant même que je sois assise. Cette fois, j'ai du lourd, a-t-elle dit, les yeux brillants. Un salon de soins de luxe. Soins haut de gamme. Thérapie botanique. Masque infusé au CBD. Ça va exploser. Il me faut juste 30 000 $ pour garantir le bail. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Lassie, tu es sérieuse ? C'est ton 3e en 6 ans. Son sourire s'est éteint. Celui-là est différent. Je travaille avec une influenceuse, elle a 1 million d'abonnés. Non. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. Je ne recommencerai pas. J'ai un enfant à élever. Une entreprise à gérer. Elle m'a regardé comme si j'avais craché dans son verre. Tu as changé, a-t-elle dit froidement. Avant, tu te souciais de la famille. Ce soir-là, mon père a appelé. Pas de bonjour, juste. J'ai entendu dire que tu refuses encore d'aider. Ce n'était pas une demande. C'était un avertissement. Un avertissement que je n'ai pas pris au sérieux, jusqu'à ce qu'il prenne Junie.
2 semaines après ce déjeuner, Lassie s'est pointée chez moi avec un dossier qui sentait le frappuccino et la certitude arrogante de quelqu'un qui pense que « non » veut dire « peut-être ». Je me suis dit que te montrer les chiffres aiderait, dit-elle en faisant glisser le dossier sur mon comptoir comme si on était en réunion. Junie faisait la sieste à l'étage. Je ne voulais pas de scène. Le dossier était rempli de maquettes, de projections sur les réseaux sociaux, d'un croquis de plan au sol. Elle avait déjà choisi des serviettes parfumées à l'eucalyptus. Lassie, dis-je doucement, c'est joli. Mais je ne suis pas en position d'investir. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas un investissement. C'est un prêt. Je te rembourse dans 6 mois, grand maximum. Je suis une mère célibataire, dis-je calmement. Pas une banque. Son sourire a disparu. Elle s'est levée, lissant son blazer comme si elle n'avait pas jeté sa dignité sur mon comptoir. C'est toujours à propos de ta fille. Ton chagrin. Tes galères. Tu fais comme si t'étais la seule à avoir eu une vie difficile. Je fais comme quelqu'un qui est encore debout après avoir tout perdu. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Elle est partie sans dire au revoir. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de ma mère. Tu sais combien ta sœur fait des efforts. Tu pourrais faire preuve d'un peu de compassion. Puis un appel de mon père. Si ta mère tombe malade à cause de ce stress, ce sera de ta faute. 3 jours plus tard, silence radio. Plus de « bonjour », plus de textos du week-end, plus de « Junie était adorable dans sa robe de Pâques ». Juste une boîte de réception vide et un silence étrange qui me faisait vérifier mon téléphone bien trop souvent. Je pensais que ce silence était la punition. Qu'il m'avait coupé pour me faire passer un message. Je me trompais. Le silence n'était pas la punition. C'était la préparation. Il pleuvait fort ce jeudi-là. Je m'en souviens parce que j'avais laissé les bottes jaunes de pluie de Junie dans la voiture par erreur, et je m'en voulais depuis le matin. J'étais plongée dans un projet de rebranding quand le numéro de l'école est apparu sur mon téléphone. J'ai répondu immédiatement. « Bonjour, mademoiselle Vance », dit la secrétaire. Juste pour confirmer, quelqu'un de nouveau a été ajouté à la liste des personnes autorisées à récupérer June ? Mon estomac s'est noué. Non, ai-je dit en me levant déjà. Pourquoi ? Elle est partie il y a environ 30 minutes. Le système a validé le retrait avec le code d'autorisation familiale, mais je ne reconnaissais pas les noms. Je n'ai pas attendu la suite. J'ai attrapé mes clés et j'ai couru. Le trajet jusqu'à l'école a été un brouillard de klaxons et de pensées désordonnées. À la réception, la secrétaire m'a expliqué qu'un couple âgé, mes parents, évidemment, avait dit qu'il y avait une urgence familiale. Elle les avait déjà vus auparavant et n'avait pas douté. J'ai appelé leur téléphone, messagerie directe. Essayez le fixe, rien. Lassie aussi, personne ne répondait. La maison était vide. Les voisins ne les avaient pas vus. À 17h, j'appelais les hôpitaux. À 18h, je tournais en rond avec le téléphone en main, tentant de ne pas le jeter. Et puis l'appel est venu. Une voix calme, posée. Est-ce que je parle à Hilar Vance ? Je suis le père ROR de l'église épiscopale Saint-Luc. Je crois que votre fille est ici avec nous. 15 minutes plus tard, j'ai franchi les portes de l'église, trempée et hors d'haleine. Junie était assise sur un banc dans le hall, un gobelet en plastique de chocolat chaud dans les mains, les joues tachées de larmes. Elle a couru vers moi dès qu'elle m'a vue. Je suis tombée à genoux et je l'ai serrée comme si je n'allais jamais la lâcher. Tu n'as rien, ai-je chuchoté. Elle a secoué la tête. Ils ont dit que tu devais apprendre ce qui compte. Le prêtre s'est approché doucement et m'a tendu un mot plié. 6 mots, écrits de la main de ma mère. Tu comprendras quand tu choisiras la famille. Je suis restée figée, le papier tremblant dans ma main. Junie agrippait mon manteau sans lâcher prise. La colère n'est pas venue tout de suite. D'abord, il y a eu le silence. Puis la certitude. Ils avaient franchi une limite qu'ils ne pourraient plus jamais retraverser. L'agent Monroe ne mâcha pas ses mots. Ce n'est pas simplement une erreur de jugement, dit-elle en feuilletant son carnet. C'est de la mise en danger d'enfants, Madame Vance. Pure et simple. J'étais assise en face d'elle au commissariat, Junie blottie contre moi avec un lapin en peluche que quelqu'un de l'accueil lui avait donné. Ma voix me semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai tout raconté à l'agente, comment mes parents avaient emmené Junie sans mon accord, comment ils avaient utilisé d'anciens codes d'autorisation pour contourner les mesures de sécurité de l'école, comment ils l'avaient laissée dans une église avec un simple change de vêtements et un mot. Quand j'ai terminé,
L'agent Monroe a simplement dit. Faisons le rapport. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Junie refusait de me lâcher, et je n'en avais pas la force non plus. Le lendemain matin, une travailleuse sociale des services de protection de l'enfance est venue évaluer notre situation. Elle était gentille, mais ferme. Je comprenais, il devait tout vérifier maintenant, parce que quelqu'un avait échoué envers ma fille. À la fin de la semaine, Rowan s'était installé dans notre chambre d'amis. Il apportait des courses, changeait les ampoules que je n'avais même pas remarquées grillées, et s'occupait des sorties d'école pendant que je consultais une avocate. Janelle Ruiz m'avait été chaudement recommandée, et dès notre premier rendez-vous, j'ai compris pourquoi. Elle n'a pas sourcillé en entendant les mots famille et rapport de police dans la même phrase. Vous n'exagérez pas, m'a-t-elle dit après avoir lu le dossier. Vous protégez votre enfant. La loi est de votre côté. Et pourtant, je sentais tout le poids de la décision. Porteur plainte contre ses propres parents, ce n'est pas quelque chose qu'on prépare. Mais il n'avait pas simplement franchi une limite. Il l'avait détruite. Et j'en avais fini de reconstruire pour eux. Une fois le rapport de police déposé, tout a ralenti, mais rien ne s'est arrêté. Junie s'accrochait encore à moi la nuit. Rowan faisait tourner la maison pendant que je m'occupais des réunions et des entretiens. Janelle m'a averti que le processus pouvait durer des mois, alors j'ai décidé de remplir l'attente par de l'action. J'ai commencé à tout documenter, messages vocaux, captures d'écran, dates, chaque trace d'interaction avec mes parents ou Lassie, je les sauvegardais. Un soir, en triant les documents pour Janelle, j'ai ouvert la boîte ignifuge contenant les papiers de la succession de Robert. Cela faisait des années que je ne les avais pas touchés. Je pensais que tout avait déjà été réglé. Mais dans une chemise cartonnée vers le fond, j'ai trouvé un acte de propriété que je ne reconnaissais pas. C'était un petit terrain, rien de grandiose, juste une parcelle au bord d'un lac que la grand-mère de Robert avait laissé à Junie dans son testament. Cela ne valait pas une fortune, mais la valeur sentimentale était là. Et elle était censée lui appartenir. Sauf que ce n'était plus le cas. L'acte avait été transféré hors du nom de Junie il y a 6 mois. Vendu. Signé par Carl et Doreen en tant que fiduciaire de son héritage. Je suis restée figée, en retenant mon souffle, alors que la vérité me frappait. Ils l'avaient vendu. Ils avaient pris quelque chose qui appartenait à ma fille et l'avaient liquidé sans jamais m'en parler. J'ai fouillé plus loin et trouvé les détails de la transaction. Le nom de l'acheteur était vague, une société de gestion quelconque, mais la note de virement faisait mention d'un paiement envoyé directement sur un compte professionnel au nom de Lassie. Ils avaient utilisé l'héritage de Junie pour financer le salon de soins de peau de Lassie. Je me suis assise par terre, entourée de papiers, tremblant de l'intérieur. Ils n'avaient pas seulement enfreint la loi. Ils avaient violé quelque chose de sacré. Ils avaient pris à une enfant qui avait déjà perdu son père. Et maintenant, ils voulaient me donner une leçon. J'ai remis les documents en ordre, les ai ajoutés au dossier, et envoyé un email à Janelle avant que l'adrénaline ne retombe. La salle d'audience semblait plus froide que je ne l'avais imaginé. Pas physiquement, mais chaque bruit résonnait, chaque regard pesait lourd. Janelle était assise à côté de moi, calme et posée, tandis que je serrais le dossier devenu le témoignage silencieux de la trahison de ma famille. Carl et Doreen étaient assis de l'autre côté de l'allée avec leur avocat, raide et sans expression. Ma mère portait un tailleur gris, trop large aux épaules. Mon père ne m'a pas regardé une seule fois. Lorsque le juge a appelé notre affaire, je me suis levée. Mes mains ne tremblaient plus, pas cette fois. Janelle a commencé par le rapport d'abandon. Comment Junie avait été prise à l'école sans mon consentement, déposée dans une église, laissée là avec un mot. Elle a tendu la feuille au juge, qui l'a lue en silence, les lèvres pincées. Puis sont venus les documents, l'acte de propriété, la confirmation de la vente, la preuve du virement, tout était là, exposé avec une clarté douloureuse. J'ai regardé le juge tourner les pages, s'arrêtant sur la ligne où Junie était désignée comme la bénéficiaire initiale du terrain. Je tiens à préciser, dit Janelle, que les fonds issus de cette vente ont été redirigés vers une entreprise qui a échoué, dirigée par la fille cadette des défendeurs, Lassie Vance. L'avocat de ma mère se leva. Votre honneur, mes clients ont agi de bonne foi. Ils cherchaient à subvenir aux besoins de la famille dans son ensemble. Leurs actions étaient motivées par une inquiétude pour la stabilité émotionnelle de leur petite fille, étant donné que Madame Vance. Le juge leva la main. Elle se tourna vers moi. Madame Vance, souhaitez-vous dire quelque chose? J'ai regardé mes parents. Ils n'avaient pas protégé Junie de l'instabilité, ils l'avaient causée. Ils lui avaient volé, l'avaient abandonnée,
et tentait de déguiser cela en amour. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Le juge ne répondit pas tout de suite. Elle hocha simplement la tête, puis baissa les yeux vers le dossier devant elle. Je conclus qu'il existe suffisamment d'éléments pour suspendre immédiatement tout contact entre les défendeurs et l'enfant mineur. Toute visite future nécessitera une thérapie familiale et une révision par le tribunal. Personne n'a bougé. Le silence qui a suivi n'était pas tendu, il était vide. L'ordonnance est arrivée 2 jours après l'audience. Garde exclusive. Protection. Aucun contact avec Karl ou Doreen sauf autorisation du tribunal et après une thérapie obligatoire. Le papier semblait plus léger qu'il ne le devrait. Cela n'effaçait pas ce qu'ils avaient fait, mais cela me permettait de respirer. Janelle a appelé cela une victoire nette. Moi, j'appelais ça « survivre ». Lassie ne s'est jamais présentée. Elle n'a répondu à aucun message depuis la convocation. Rowan m'a dit qu'un collègue l'avait aperçue montant dans un bus vers l'est, avec 2 gros sacs et une nouvelle couleur de cheveux. Je me fichais de savoir où elle allait. Je voulais juste qu'elle n'abandonne plus de vie brisée sur son passage. Junie recommença à dormir toute la nuit. Les cauchemars devinrent moins fréquents, et quand ils survenaient, elle ne criait plus. Elle venait simplement se glisser dans mon lit et murmurait « Ça va maintenant », comme pour s'en convaincre elle-même. Mais un soir, alors que je l'abordais, elle leva les yeux vers moi et demanda doucement. « Est-ce que mamie et papy m'aiment encore ?» La question me frappa comme un bleu qui se forme lentement sous la peau, lent et profond. Je m'agenouillai à côté de son lit et repoussai ses cheveux. « Je pense qu'ils ne savent pas aimer de la bonne manière, dis-je. Mais ça ne veut pas dire que tu as fait quelque chose de mal. » Elle hocha la tête, les lèvres serrées, comme si elle craignait que ses émotions débordent au moindre mouvement. « Moi, je t'aime de la bonne manière, ajoutai-je en lui tenant la main. Celle qui te garde en sécurité. Cela sembla apaiser quelque chose en elle, car elle se tourna et serra fort son lapin en peluche, respirant lentement, régulièrement. Après qu'elle se fut endormie, je m'assis à la table de la cuisine et fixai la pile de courriers encore fermée. Rowan était retourné chez lui la semaine précédente, promettant de rester disponible pour quoi que ce soit. Je le croyais. La maison était silencieuse, mais elle n'était plus vide. Je sentais revenir quelque chose de stable, d'honnête. Mais le passé n'en avait pas encore fini avec nous. Je ne m'attendais pas à le revoir, du moins, pas si tôt. Mais il était là, Karl Vance, debout sur mon perron, les épaules affaissées, un vieux sac de sport à la main. Cela faisait 3 semaines depuis l'ordonnance du tribunal. J'ai failli ne pas ouvrir la porte. Yara, dit-il, d'une voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue. On a perdu la maison. Ta mère est chez Suzanne. Il ne ressemblait plus à l'homme qui donnait des ordres à table ou me faisait la leçon sur le respect. Il paraissait plus petit, comme si le poids de tout ce qu'il avait fait avait enfin trouvé sa place dans ses os. J'ai juste besoin d'un endroit pour dormir quelques nuits, le temps de m'organiser. Je sortis et refermai la porte derrière moi. Je ne voulais pas que Junie entende quoi que ce soit. Après tout ce que tu as fait, dis-je, en gardant la voix calme, tu te présentes ici? J'ai fait des erreurs, marmonna-t-il. On pensait aider Lassie, aider la famille. Tu as abandonné ma fille dans une église, répliquai-je plus durement. Et tu veux que je t'ouvre la porte comme si de rien n'était? Son visage se crispa. On ne pensait pas que tu irais aussi loin. La porte grinça derrière moi. Junie jeta un coup d'œil, les yeux grands ouverts. Lorsqu'elle le vit, elle recula et murmura. Je ne veux pas qu'il entre chez nous. Voilà. La limite à ne jamais franchir venait d'être posée. Je me tournai vers elle et hochai doucement la tête. C'est bon, ma chérie. Rentre à l'intérieur. J'arrive. Puis je me tournai de nouveau vers lui. Tu dois partir. Maintenant. Sa mâchoire se contracta comme s'il voulait discuter, mais quelque chose dans mon regard dut l'arrêter. Il recula lentement, puis descendit les marches. Je restai là à le regarder jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Quand je revins à l'intérieur, Junie était déjà recroquevillée sur le canapé, serrant son lapin en peluche. Je m'assis à côté d'elle et tirai une couverture sur nous deux. Elle ne demanda pas ce qu'il voulait. Elle n'en avait pas besoin. Je savais ce qu'elle attendait de moi, et cette fois, je le lui offris sans la moindre hésitation. Au printemps, nous étions ailleurs. L'appartement n'était pas grand, mais il était lumineux et calme, à seulement 2 rues de l'école de Junie. Elle adorait y aller à pied chaque matin, son petit sac à dos sautillant à chaque pas. Et moi,
J'adorais la voir rire à nouveau, un rire vrai, sans retenue. Tous les dimanches, nous dînions avec Rowan et son mari. Il apportait des jeux de société, moi le dessert, et Junie les appelait ses tontons préférés. Personne ne parlait des tribunaux, des grands-parents ni de ce que nous avions laissé derrière nous, seulement des histoires, des deuxièmes portions et des « bonnes nuits » murmurées. J'ai pris le temps de déballer. Je voulais que cet endroit soit mérité. Un soir, Junie me demanda si on pouvait décorer son mur avec quelque chose de spécial. Ensemble, nous avons peint un petit panneau en bois. Elle a choisi les mots, et je l'ai aidée à tracer les lettres. La vraie famille, c'est celle qui est là. Il est accroché au-dessus de son lit, de travers mais parfait. Ce soir-là, elle se blottit contre moi après que je lui ai lu son histoire préférée, celle de la fille courageuse et du lion silencieux. Sa respiration ralentit, sa main posée contre moi, chaude et confiante. Je fixai le panneau au-dessus de nous, les coups de pinceau inégaux mais lisibles. Tout ce que nous avions perdu, nous étions en train de le reconstruire, non pas à partir de ce qui était, mais de ce que nous avions choisi.